Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Je remercie particulièrement les membres du jury qui ont accepté d'évaluer mon travail et je vais donc vous présenter mes travaux de thèse qui s'intitule « Signature hydrologique des bassins karstiques ». Donc cette thèse a été réalisée sous la direction de Roger Moussa et avec l'encadrement de Jean-Baptiste Charlier. Donc, je commencerai par quelques mots de contexte. Donc, cette thèse s'inscrit dans un contexte d'augmentation des événements hydroclimatiques extrêmes. Alors, événements qui ont des impacts humains et économiques forts, et qui impliquent donc de développer des outils de prévision de ces événements. Donc, à l'heure actuelle, les outils de prévision sont les modèles hydrologiques, et l'utilisation de ces outils représente des défis techniques, comme notamment rendre compte de l'occupation du sol ou des interactions surface-souterrain. Et ce type d'interactions sont prépondérantes en milieu karstique. Donc ça nous amène à un besoin d'amélioration des modèles hydrologiques de prévision sur les bassins naturels et notamment les bassins karstiques. Donc cette problématique recoupe les champs de compétences des différentes organisations qui sont impliquées dans cette thèse, donc avec le CHAPI, Service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations, le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, et le LISA, le laboratoire d'études des interactions sol, agrosystème, hydrosystème. Cette thèse est financée par la DGPR via le CHAPI et par le BRGM. Donc, prévoir un événement de crue, c'est prévoir avant tout la réponse hydrologique d'un bassin versant à un épisode pluvieux. Donc, traditionnellement, les méthodes d'analyse des bilans hydrologiques et de la réponse hydrologique des bassins se font par des bilans hydrologiques annuels, c'est-à-dire on étudie les entrées et les sorties d'un bassin versant, donc les précipitations en entrée, et le débit et l'évapotranspiration en sortie. Donc, ces méthodes reposent sur le fait qu'un bassin versant est conservatif et qu'il n'y a pas d'échange avec ses voisins. C'est-à-dire on a la somme des entrées qui est égale à la somme des sorties. Et quand on fait des études à plus large échelle, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas, comme dans le graphe que vous pouvez voir en bas à droite de l'image, qui représente 1 millier de bassins versants en France et leur bilan annuel dans l'espace de Boudico, qui représente le coefficient de ruissellement en fonction de l'indice d'humidité. Et on voit qu'on a des points qui sortent de la zone conservative, c'est-à-dire qu'on a certains bassins pour lesquels le débit mesuré à l'exutoire est supérieur aux précipitations annuelles, et à l'inverse, certains pour lesquels le débit est inférieur aux précipitations auxquelles on retranche l'évaporation potentielle. Donc il y a plusieurs causes de non-conservativité des bilans annuels des bassins. On peut déjà noter l'influence anthropique, comme par exemple les pompages et les prélèvements, les phénomènes de débordement lors de crues exceptionnelles, ou les IGF, donc IGF pour Intercatchment Groundwater Flow, c'est-à-dire les écoulements souterrains interbassins. Donc ce processus, c'est lui qui est prépondérant quand on s'intéresse à des bassins versants naturels à l'échelle annuelle, et ils sont très présents dans les zones karstiques. On voit donc qu'on a une grande diversité dans la réponse hydrologique des bassins, avec un rôle fort des IGF et du karst. Donc les systèmes karstiques, pour vous les présenter rapidement et quelles sont leurs spécificités, donc déjà ce sont des systèmes qui se développent dans les zones carbonatées, donc majoritairement calcaires ou dolomies. On en retrouve partout sur le globe. On peut noter que ça représente 35% de la surface de la France métropolitaine et 20% de la surface en Europe. C'est des systèmes qui sont caractérisés par une faible épaisseur de sol et des forts taux d'infiltration, et qui ont donc des comportements complexes et caractérisés par une forte dualité. Donc dualité dans l'infiltration, avec une infiltration diffuse dans la matrice calcaire, une infiltration plus concentrée au niveau des drains karstiques, une dualité dans les écoulements souterrains, avec des écoulements lents dans la matrice et des écoulements rapides dans les conduits, et enfin une dualité dans l'écoulement au niveau de l'exutoire de l'aquifère, avec des écoulements plutôt faibles et stables en période de basse eau et qui peuvent être plus forts et plus fluctuants en période de haute eau. Maintenant, à l'échelle du bassin versant et de la rivière qui va traverser ces systèmes karstiques, quelles sont les spécificités qu'on observe? Donc, la présence de drains karstiques, elle va favoriser les échanges surface-souterrain et des IGF en perte ou en apport, c'est-à-dire des flux entrant ou sortant depuis ou vers les bassins voisins par le souterrain. Donc, en conditions sèches, le karst est caractérisé par une forte infiltration, à la fois diffuse et localisée, comme je vous l'ai montré précédemment. Et en conditions de haute eau, on a des phénomènes de saturation de l'aquifère qui vont mener à un refus à l'infiltration et des activations de sources temporaires qui vont contribuer à l'augmentation du débit des rivières.
On voit donc qu'on a une influence du karst qui est complexe et qui donne des processus spécifiques. Et il y a peu d'études à large échelle, et c'est souvent des études de cas localisées qui caractérisent ces phénomènes. On a également donc des difficultés dans la modélisation de ces bassins du fait de ces processus spécifiques. Donc il y a un besoin d'analyse systématique de ces processus à large échelle, et pour ça les signatures hydrologiques peuvent être utiles. Donc qu'est-ce que les signatures hydrologiques? Donc d'abord les signatures hydrologiques hydrodynamiques, ce sont des descripteurs numériques de la réponse hydrologique des bassins versants. On en distingue plusieurs types. Donc, par exemple, les signatures hydrologiques statistiques, qui peuvent être dérivées d'indices dérivés du bilan hydrologique annuel ou de statistiques réalisées sur les hydrogrammes. On a aussi des signatures plus dynamiques, donc qui vont caractériser, par exemple, les temps caractéristiques en crue ou la forme de la réception des hydrogrammes en crue. On a aussi des signatures qui peuvent être issues de modèles hydrologiques, c'est-à-dire les paramètres des modèles, qui vont représenter les fonctions de production et de transfert sur lesquelles je reviendrai plus tard. Alors, on a également des signatures hydrologiques d'origine physico-chimique. On en distingue plusieurs types et elles peuvent être caractérisées par plusieurs approches. Donc, on peut noter l'approche EMMA pour End Member Mixing Analysis. C'est une approche qui définit plusieurs pôles de contribution au débit et ces pôles sont obtenus grâce à l'application d'une ACP, mais ça nécessite le suivi de plusieurs paramètres en même temps sur le bassin étudié. On a également l'étude des relations débit-concentration avec le calage de lois statistiques sur ces relations. Là encore, ça nécessite des prérequis, donc il faut des relations univoques et non influencées par la saisonnalité. On a aussi des approches qui sont plus basées sur l'étude au niveau de l'événement de crue, des boucles débit-concentration. Donc ici, vous voyez un graphique qui représente, par exemple, l'évolution du rapport magnésium-calcium en fonction de l'évolution du débit. Ce sont des analyses qui sont plus exigeantes parce qu'elles demandent une installation assez complexe à mettre en place à haute fréquence et sur un pas de temps long. Enfin, on peut noter les approches qui utilisent la mesure de la conductivité électrique. Donc, comme vous le voyez ici, une boucle qui représente la conductivité électrique en fonction de la turbidité. Ces méthodes sont plus faciles à mettre en place sur le terrain et c'est des dispositifs qui sont plus légers. Donc, ce contexte nous amène à plusieurs questions scientifiques que je vais vous énumérer. Donc, premièrement, on va se demander quelles sont les influences du karst sur la réponse hydrologique des bassins à l'échelle annuelle. Ensuite, quelle est l'influence du karst sur la réponse hydrologique des bassins à l'échelle maintenant de l'événement de crue? Quelles conséquences ont les effets du karst sur la modélisation pluie-débit et comment améliorer cette modélisation? Ensuite, on va essayer d'aller plus loin en se demandant quelle est l'origine de l'eau mobilisée pendant les épisodes de crue et quels sont les processus en jeu sur les bassins karstiques. Et enfin, est-ce qu'on peut quantifier, classifier et prendre en compte ces spécificités du karst dans les méthodes de prévision? Donc, ces questions nous amènent à définir l'objectif principal de la thèse, qui sera de caractériser la variabilité spatio-temporelle de la réponse hydrologique des bassins versants à composante karstique à l'aide des signatures hydrologiques. Donc, la démarche qui est appliquée est en plusieurs étapes. Donc, chacune des étapes va représenter une facette de l'influence du karst sur la réponse des bassins. Donc, les deux premières parties se penchent sur les bilans hydrologiques annuels et l'étude des crues à l'échelle de l'événement de crue. Donc ça caractérise la réponse hydrodynamique. Et la troisième partie va intégrer ces résultats et voir de quelle manière on peut les prendre en compte dans les modèles de prévision de crue. Ensuite, la quatrième partie, qui concerne uniquement deux sites d'études, essaiera d'aller plus loin pour caractériser l'origine de l'eau et les processus en jeu sur les bassins karstiques. Et enfin, la synthèse de ces différentes parties nous permettra de dresser une typologie des influences du karst et de voir de quelle manière on peut s'en servir pour optimiser les modélisations pluie-débit. Donc, les quatre parties principales ont donné lieu à deux publications qui sont déjà publiées, une autre qui est actuellement soumise et une en cours de préparation. Donc, je vais vous présenter rapidement les sites d'études et les chroniques de données à exploiter pour cette thèse. Donc, les sites d'études, alors ce sont trois régions en France qui sont des régions à composante karstique, c'est-à-dire qu'on a des zones karstiques sur certaines parties des bassins, mais pas uniquement. On les a sélectionnées aussi parce qu'elles représentent une diversité dans leur climat et leur géologie.
et une diversité dans la configuration du karst qu'elles incluent. Donc, les bassins du Jura représentent un karst unaire, c'est-à-dire que l'ensemble de la zone est karstifié. Donc, la recharge du karst, c'est ce qu'on appelle une recharge autochtone, donc sur le site, la zone karstique. Ensuite, les bassins cévenols sont caractérisés par un karst binaire, c'est-à-dire qu'on a un amont sur socle, granitique notamment, et donc on a une recharge de karst qui est à la fois autochtone et alloctone avec du ruissellement de surface de la zone non karstique. Enfin, en Normandie, on a un karst sous couverture, donc avec de la craie karstifiée qui est sous une couche d'altérite. Donc ici, c'est des argiles à silex dans le cas de la Normandie. Donc, on a un total de 12 bassins versants qui représentent 25 000 km² et un total de 120 stations de jaugeage qui sont exploitées, ce qui nous donne une aire jaugée médiane de 150 km². Alors, les données utilisées, donc d'abord les données temporelles. Donc, on a des données horaires de débit qui sont issues de la Banque Hydro, donc les stations d'Edréal en France, et la donnée est publique. On a également des précipitations horaires et des données d'évapotranspiration qui proviennent du produit Safran de Météo France, et des précipitations, cette fois à l'échelle horaire, pour l'étude des événements de crue, donc les produits Coméphore et Antilope de Météo France. Pour ces données, on a une durée moyenne de 10 ans de chronique disponible. Et on a aussi des données de conductivité électrique plus localement sur 2 bassins versants. Ensuite, les données spatiales utilisées donc, sont les délimitations des bassins versants topographiques issues de la base nationale des bassins versants, la carte de la réserve utile établie par l'INRAE et la carte des types d'aquifères BD-LISA établie par le BRG. Donc, la première partie va s'intéresser au bilan hydrologique annuel. Et la question qu'on va se poser ici, c'est quelles sont les influences du karst sur la réponse hydrologique des bassins versants à l'échelle annuelle. Donc, la méthodologie qui est utilisée dans cette partie, c'est une adaptation de la méthode de Lvovich, développée en 1979, et qui théorise le double partitionnement des précipitations à l'échelle annuelle et à l'échelle du bassin versant. Donc l'idée, c'est qu'on a deux partitionnements des précipitations. Le premier partitionnement ici, où on a les précipitations qui se divisent en écoulement rapide de surface et en influx d'humectation. Et le deuxième partitionnement, qui va diviser le flux d'humectation en un flux lent souterrain et un flux d'évapotranspiration. L'idée, c'est de mesurer les précipitations et le débit. Et ensuite, à l'aide d'une décomposition des hydrogrammes et du débit de base, on peut en déduire les termes d'humectation et d'évapotranspiration par différence. Donc cette méthode, comme je vous l'ai présenté en introduction, elle repose sur le fait de la conservation de la masse et le bilan conservatif des bassins. Mais comme on l'a vu, en contexte karstique, ce n'est pas forcément applicable puisqu'on a régulièrement des échanges avec les bassins voisins. J'ai donc réalisé une adaptation de cette méthode traditionnelle et pour l'adapter aux bassins non conservatifs. Donc l'hypothèse qui est faite ici, c'est que les IGF, donc les flux d'écoulement souterrain interbassins, sont la seule cause de non-conservativité des bilans. C'est-à-dire qu'ici, on va négliger les phénomènes de débordement et les pompages et prélèvements anthropiques. Donc on réalise une estimation indépendante de l'évapotranspiration et ensuite on peut en déduire un terme d'IGF, que j'ai appelé I, qui sera calculé comme la différence entre les précipitations en entrée et le débit et l'évapotranspiration en sortie du bassin. Ensuite, grâce à un paramètre alpha, on pourra évaluer l'influence des IGF sur les deux composantes du débit, composantes lentes et rapides, qui sont nommées S et U. On a donc une nouvelle méthode de bilan hydrologique qui inclut l'évapotranspiration et les IGF et que l'on va appliquer à l'échelle du tronçon de rivière en travaillant en différence de débit, en faisant la différence de débit amont et aval sur les deux stations de jaugeage considérées. Donc, quelques résultats. Donc ici, je vous montre la carte des IGF à l'échelle du tronçon de rivière et à l'échelle annuelle sur les bassins du Jura. Donc on voit les zones en rouge représentent les pertes par IGF. Et les zones en vert représentent des gains. Donc ici, on met bien en évidence la zone que vous voyez en zoom sur la droite, qui est en fait la zone des pertes du Doubs, donc dans le sud de la zone d'étude. C'est des pertes qui sont déjà documentées et connues depuis longtemps, et qui donnent lieu aux résurgences de la source de la Loue. Et on voit donc en superposant les essais de traçage qui avaient été réalisés avant mes travaux de thèse, que les résultats du bilan annuel que je propose sont
sont cohérents avec les traçages. Donc, on a donc notre hypothèse de travail, que les IGF sont la cause majoritaire de non-conservativité, qui est validée pour ce cas d'étude. Donc, ensuite, est-ce qu'on peut caractériser une spécificité du karst grâce à cette méthode? Donc, ici, je vous montre les graphiques qui représentent les résultats quand on applique la méthode initiale de Lvovitch, c'est-à-dire en considérant les bassins de manière conservative. Donc, le premier graphe nous montre le terme S, donc le terme d'écoulement rapide de surface en fonction des précipitations. Donc, en théorie, les bilans hydrologiques doivent se retrouver dans une zone conservative, c'est-à-dire que l'écoulement S ne peut pas être négatif et ne peut pas non plus être supérieur aux précipitations. Or, on voit qu'on a certains bilans annuels qui sortent de cette zone, et ce sont donc les triangles et les ronds en bleu qui représentent les bassins karstiques ou à composante karstique. Pareil, au deuxième stade de partitionnement, on voit que les bassins karstiques ressortent de cette zone conservative. Donc, même si ce n'est pas une méthode adaptée, elle permet de mettre en évidence les bassins karstiques. Ensuite, quand on applique l'adaptation de cette méthode, c'est-à-dire en considérant les IGF et en les corrigeant dans les termes de bilan, on voit que la majorité des bassins rentrent dans la zone conservative et qu'on a donc des termes de bilan qui sont plus cohérents, et ceci aux deux stades de partitionnement des précipitations. On peut noter qu'il y a toujours quelques points qui sont en dehors de la zone, probablement dû à des erreurs de mesure, notamment dans les petits bassins montagneux où on a par exemple une sous-estimation des précipitations. Mais globalement, on obtient des termes de bilan plus cohérents avec l'adaptation de la méthode. Donc ensuite, on s'est intéressé de savoir si ces termes de bilan, qui semblent plus cohérents, peuvent être liés à des paramètres géomorphologiques. Donc, on a remarqué que ces termes de bilan sont mieux corrélés à la géomorphologie que les termes de bilan issus du bilan initial de Lvovitch. Donc, on a fait plusieurs corrélations avec différents paramètres géomorphologiques et les meilleurs résultats sont obtenus avec l'IDPR. Donc, l'IDPR, c'est un indice développé par le BRGM qui caractérise la capacité des terrains à ruisseler ou à infiltrer les précipitations. Et il a l'avantage d'être spatialisé et d'avoir une résolution à l'échelle du pixel, ou en tout cas à la résolution du MNT, du modèle numérique de terrain qu'on utilise pour le calcul. Donc ici, je vous montre sur un graphe un exemple de corrélation entre les indices hydrologiques dérivés de la méthode de bilan adaptée et l'IDPR. Donc on voit que pour certains bassins, les corrélations ne sont pas bonnes, mais pour d'autres, on a des relations intéressantes, donc comme par exemple avec les bassins normands, on a un coefficient de détermination de 0,52. Donc pour résumer les résultats de cette première partie, on a mis en place une nouvelle méthode de bilan hydrologique pour les bassins non conservatifs qui permet d'établir le bilan des IGF et leur impact sur les composantes lentes et rapides du débit, spatialisées à l'échelle du tronçon de rivière, et qui permet aussi d'améliorer les relations entre les signatures hydrologiques et les paramètres géomorphologiques. Donc, pour répondre à notre première question, on peut dire que la présence de karst impacte les bilans annuels au travers des IGF, avec des pertes et des gains, et on remarque que les pertes impactent majoritairement le débit de base, et les gains impactent majoritairement la composante rapide du débit. Il y a des méthodes à cette limite, donc la méthode principale... il y a des limites à cette méthode. La principale qu'on peut relever, c'est qu'elle repose sur la séparation du débit de base qui est, par essence, toujours arbitraire. Ensuite, on peut se demander quels sont les impacts du karst, cette fois, à l'échelle de l'événement de crue. Donc ici, on va travailler sur des données horaires à l'échelle de l'événement de crue et on va se demander quelles sont les influences du karst sur la réponse hydrologique des bassins à cette résolution temporelle de l'événement de crue. Donc la méthodologie qui est appliquée, c'est l'extraction de 20 épisodes de crue les plus importants sur l'ensemble des bassins versants étudiés, donc sur les 120 stations de jaugeage. On va appliquer la méthode de bilan que je vous ai présentée précédemment, mais à l'échelle temporelle de l'événement de crue. Et en plus, on va réaliser la simulation des flux d'échanges latéraux entre deux stations de jaugeage, donc à l'échelle du tronçon, grâce à l'application du modèle inverse d'onde diffusante. Et donc, ces approches vont nous permettre de caractériser plusieurs signatures hydrologiques qui sont de 3 types et qui vont caractériser le bilan hydrologique, premièrement, la forme des hydrogrammes, deuxièmement, et enfin, le troisième type va permettre de caractériser les échanges latéraux. Et on va faire un lien entre la valeur de ces signatures hydrologiques et le type de géologie rencontrée, c'est-à-dire tronçon karstique, non karstique ou mixte.
Donc ici, je vous montre 4 exemples de résultats parmi les 15 signatures qu'on a obtenues. Et on voit que les principales influences du karst à l'échelle de l'événement de crue sont que quand on regarde le coefficient de ruissellement, c'est-à-dire le débit ramené, normalisé par les précipitations. Donc ici, vous avez la distribution du coefficient de ruissellement pour les 3 types de géologie, donc karst, mixte et non-karst. Et on voit que la présence de karst influence à la baisse le coefficient de ruissellement. Donc les tronçons karstiques ont des coefficients de ruissellement plus faibles. Ensuite, on va s'intéresser à l'amplification du débit de pointe d'amont en aval d'un tronçon. Donc on voit qu'on a majoritairement sur les tronçons non karstiques une amplification du débit, parce qu'on a une aire plus importante, donc on va concentrer plus de précipitations. Mais cette amplification, elle est réduite et elle est quasi nulle sur les tronçons karstiques. Ensuite, un troisième indicateur qu'on peut regarder, c'est le temps à 80% du débit de pointe. Donc là, on voit que cette valeur est augmentée sur les tronçons karstiques, donc que les temps caractéristiques sont augmentés lorsqu'on a une présence de karst. Et enfin, on regarde les IGF, c'est-à-dire la lame d'eau en millimètres d'IGF échangée pendant un épisode de crue. Et on voit que sur les tronçons non karstiques, elle est positive, donc on a plus d'apport. Et sur les tronçons mixtes ou karstiques, elle est équitablement partagée entre gain et apport. Et on note par-dessus tout qu'on a une forte variabilité de ces différentes signatures hydrologiques sur les tronçons karstiques. Ensuite, on peut regarder en carte, donc sur les trois terrains d'études, l'estimation des IGF à la résolution de l'événement de crue. Donc on voit qu'on a des tronçons qui sont en perte dans les couleurs rouges et des tronçons en gain dans les couleurs bleues. Et donc on peut traduire ça comme une variation fictive, on va dire, de la superficie des bassins. C'est-à-dire que si on considère la superficie topographique, eh bien, quand on a des apports souterrains, en fait, ça correspond à, quelque part, une augmentation de la superficie du bassin, comme si on avait un impluvium plus important. Et cette variation peut aller de plus 50% à moins 20% selon les tronçons. Donc, pour résumer les résultats de cette deuxième partie, une analyse à l'échelle de l'événement de crue, des signatures hydrologiques à l'échelle du tronçon de rivière. Et on a donc, grâce à cette méthode, pu caractériser l'influence du karst sur la réponse hydrologique à l'échelle de l'événement. Et donc la réponse à notre question numéro 2 sera que majoritairement, les tronçons karstiques favorisent une atténuation du pic de crue via des infiltrations et une augmentation des temps caractéristiques. Donc ça peut être dû soit à l'infiltration sur les tronçons, mais également à une rugosité plus forte sur les tronçons karstiques et à des flux de subsurface et d'échanges karst-rivière. Ensuite, on peut se demander quelles sont les conséquences de ces spécificités du karst sur les modèles de prévision, les modèles pluie débit. Voilà, donc ça c'est la troisième partie. Alors, pour cela, j'ai utilisé deux modèles hydrologiques qui sont deux modèles pluie débit à réservoir et qui fonctionnent au pas de temps horaire. Donc, ce sont les modèles Gardenia développé par le BRGM et le modèle GR5H développé par l'IRTA, maintenant INRAE. Donc ce sont deux réservoirs conceptuels, c'est-à-dire qu'ils représentent l'entièreté du bassin versant sans spatialisation du bassin. Et on a juste une décomposition des compartiments du bassin versant en réservoir au sein du modèle. Ce sont deux modèles également qui représentent explicitement les flux d'IGF et qui ont tous deux 5 paramètres libres à caler. Ensuite, qu'est-ce qui les distingue? Donc, pour ce qui est de Gardenia, donc Gardenia développé par le BRGM, et il a été développé dans l'optique d'études hydrogéologiques, c'est-à-dire à la fois une modélisation des débits en rivière, mais des niveaux piézométriques d'eau souterraine. Ce qui fait qu'il dispose de 2 réservoirs qui représentent le souterrain, contrairement au GR5 qui n'en a qu'un seul qui représente le souterrain, en plus du réservoir de surface. Ensuite, pour le modèle GR5, GR5H, on a une spécificité qui est que le flux d'IGF est régi par plusieurs paramètres, ce qui lui permet d'avoir une direction qui peut s'échanger au sein d'une même simulation, c'est-à-dire des IGF parfois en import, parfois à l'export, au sein d'une même simulation, et ce, en fonction du taux de remplissage du réservoir souterrain. Donc, on peut se demander quels sont les effets du karst sur les modèles. Alors pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé la calibration automatique de ces modèles sur l'ensemble des stations de jaugeage.
et on regarde ensuite la valeur prise par les différents paramètres sur ces deux modèles, en fonction du type de géologie. Donc là encore, vous avez des diagrammes en boîte qui représentent la valeur des paramètres pour les tronçons karstiques, mixtes et non karstiques. Donc on voit que pour la capacité du réservoir de production, l'effet du karst est variable selon les régions. Donc en Cévennes, on a une augmentation de cette capacité, et dans les bassins jurassiens, on a plutôt une diminution de ce paramètre. Alors ça c'est vrai pour les deux modèles. Ça c'est dû à une influence complexe du karst sur ce paramètre, du fait que d'un côté, le karst va favoriser des épaisseurs fines de sol, ce qui tendrait à réduire ce paramètre de la capacité du réservoir de production. Mais d'autre part, on a une zone non saturée qui peut être importante et qui peut, elle, contribuer à augmenter ce paramètre de capacité du réservoir de production. Ensuite, un deuxième paramètre qu'on peut regarder, c'est le paramètre qui va régir les IGF. Donc ici, on voit que pour les deux modèles et pour tous les sites d'études, on a une diminution de ce paramètre, ce qui indique que les IGF sont plus orientés en perte sur les tronçons karstiques et plus orientés en perte sur les tronçons karstiques que sur les tronçons non karstiques. Donc on voit que les paramètres des modèles sont influencés par la présence de karst, et inversement, on peut se demander si avec des connaissances hydrologiques sur les phénomènes karstiques, on peut arriver à réaliser une meilleure calibration de ces paramètres. Donc, pour ça, j'ai essayé de voir si la prise en compte des bilans d'IGF que je vous ai présentés précédemment peut être utile pour mieux paramétrer les modèles. Donc ici, ce qui a été fait, c'est que on est parti de la simulation, l'étude d'IGF à l'échelle des tronçons, et on l'a intégré dans les données d'entrée des modèles, c'est-à-dire qu'on a réduit ou augmenté la surface fictivement, comme je vous l'ai montré précédemment. Et donc ensuite, on compare les performances de simulation quand on utilise la surface topographique classique ou cette surface, on va dire corrigée ou en tout cas adaptée selon les résultats d'IGF. Et on voit qu'en fait, les résultats sont assez similaires. Donc, ce qui nous montre que dans le cas de nos modèles qui représentent explicitement les IGF, eh bien, l'utilisation d'une variation de la surface en fait, donne le même résultat que l'IGF. Donc, on n'a pas d'amélioration performante. Et ça, c'est vrai dans le cas de nos modèles qui représentent explicitement les flux d'IGF. Et pour des modèles qui ne représenteraient pas ces flux d'IGF, ça peut donc constituer une manière d'améliorer les simulations. Ensuite, est-ce que la saisonnalité et la prise en compte de la saisonnalité peut améliorer les modélisations? Donc pour ça, on a réalisé une calibration des paramètres à l'échelle saisonnière et on compare les critères de performance des simulations de cette échelle saisonnière avec ce qu'on obtient lorsqu'on utilise les paramètres qui sont obtenus quand on les calibre sur l'entièreté de la chronique de données sans prise en compte de la saisonnalité. Donc, ce que vous voyez ici, c'est pour chaque saison, est-ce qu'on améliore ou est-ce qu'on détériore la performance et le critère de Nash. Donc, on voit que pour les saisons de printemps et de l'été, majoritairement, on va pouvoir améliorer les paramètres, la performance du modèle en utilisant des paramètres calibrés de manière saisonnière. Voilà. Ensuite, on peut se demander si cette amélioration a vraiment un sens ou si c'est juste... si elle n'a pas de répercussions physiques. Donc pour ça, on regarde s'il y a des schémas d'évolution saisonniers des différents paramètres. Donc là, je vous prends l'exemple du paramètre X3, qui est la capacité du réservoir de transfert du modèle GR5H. Et quand on regarde sa distribution pour les différents sites d'études et en fonction des saisons, on voit qu'effectivement, on a des patterns d'évolution qui sont cohérents et donc qu'il y a bien une variation saisonnière de ces paramètres qui donc serait intéressant de les prendre en compte dans la modélisation. Donc pour résumer sur cette partie de modélisation, on peut dire que l'étude des modèles hydrologiques et de la valeur de leurs paramètres s'apparente en fait, ces paramètres s'apparentent à des signatures hydrologiques. Et donc, l'étude de la valeur prise par ces paramètres selon le type de géologie peut nous renseigner sur les processus en jeu sur les bassins. Donc ici, on voit que l'on a notamment une influence sur la capacité du réservoir de production en lien avec l'épaisseur de sol et la présence de zones non saturées.
Aussi, une influence des paramètres d'IGF qui nous met en évidence qu'on a majoritairement des pertes sur les tronçons karstiques. Et ensuite, dans un second temps, est-ce qu'on peut utiliser nos connaissances hydrologiques du karst pour améliorer la prévision, l'utilisation des modèles? Donc là, les deux choses qu'on peut retenir, c'est que quand on a des modèles qui prennent déjà en compte les flux d'IGF comme ceux que je vous présente, eh bien, l'utilisation des estimations des flux d'IGF n'améliore pas significativement les performances. En revanche, c'est le cas dans les modèles qui ne prennent pas en compte les IGF. Et enfin, la prise en compte de la saisonnalité dans les jeux de paramètres peut permettre d'améliorer les simulations. Ensuite, on peut se demander si on peut aller un petit peu plus loin et essayer de caractériser l'origine de l'eau et les compartiments contributifs au débit lors des épisodes de crue sur les bassins karstiques. Donc ça, c'est la question numéro 4. Et pour ça, on va s'intéresser à l'analyse des relations débit-concentration. Donc cette analyse, elle est menée sur deux bassins versants, qui sont le bassin de la Loue, dans le Jura, donc qui est un affluent du Doubs, et le bassin de la Cèze, dans les Cévennes. Donc on a choisi ces deux bassins parce qu'ils représentent des configurations de karst contrastées, donc avec, comme je vous l'ai dit précédemment, un karst unaire dans le Jura et un karst binaire sur les Cévennes, avec une zone amont sur socle non karstifiée. Donc cette approche, elle a deux composantes. Donc déjà à l'échelle du bassin topographique, donc de l'ensemble du bassin, quand on se place à une station de jaugeage donnée, on va réaliser l'extraction des événements de crue et on va observer les boucles hystérésis conductivité débit, c'est-à-dire l'évolution de ces deux paramètres de débit et de conductivité pendant les épisodes de crue. Donc ça, c'est à l'échelle des bassins emboîtés. Et ensuite, à l'échelle du tronçon de rivière, donc ici on va discrétiser les processus, on utilise le modèle inverse d'onde diffusante, donc une approche débit-débit entre deux stations de jaugeage qui nous permet de simuler les flux d'échange latéraux en termes de débit et de conductivité. Ensuite, on va interpréter les résultats qu'on obtient en termes d'origine de l'eau et on va distinguer deux sources, donc l'eau événementielle, c'est-à-dire les précipitations pendant le phénomène de crue considéré, et l'eau pré-événementielle, c'est-à-dire l'eau préexistante avant les précipitations du phénomène de crue considéré. Donc ici, la méthodologie est basée sur l'approche d'Evans et Davis des années 90, donc qui propose une classification des boucles débit-concentration à l'échelle de l'épisode de crue. Donc initialement, cette classification repose sur deux paramètres qui sont la direction de rotation et la pente moyenne des boucles. Donc ici, l'idée, c'est d'adapter cette méthode à notre jeu de données et à nos bassins versants. Donc, elle est adaptée, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus la mesure d'une concentration d'un paramètre chimique, mais la conductivité électrique en rivière. Et on va regarder la direction de rotation, on ne va plus regarder la direction de rotation comme dans la méthode initiale, mais un index d'hystérésis, donc celui défini par Lloyd et al. En 2016. Et l'utilisation de cet indice d'hystérésis va nous permettre d'ajouter des cas à cette classification, et notamment les boucles non hystérétiques, c'est-à-dire où le chemin sera le même à la montée comme à la décrue. Et ici, on va considérer deux sources et deux pôles qui sont au événementiel et au pré-événementiel. Ça nous mène à une classification en 9 types en fonction de la pente moyenne des boucles et de l'index d'hystérésis. Donc ici, comme on mesure la conductivité, on sait qu'elle est corrélée à la concentration en ion bicarbonate, c'est-à-dire au temps de résidence de l'eau dans notre bassin, puisque les ions bicarbonate augmentent en concentration avec la dissolution des calcaires et le transfert de l'eau dans les drains karstiques. Donc, de ce fait, on peut interpréter les différentes boucles en termes de contribution d'eau événementielle ou pré-événementielle. Et donc, quand on a des boucles à pente négative, c'est-à-dire une diminution de la valeur de la conductivité pendant l'épisode de crue, on peut interpréter ça comme une dilution par de l'eau événementielle qui aura une conductivité électrique plus faible. Et des boucles à pente positive, on aura à l'inverse une mobilisation d'eau pré-événementielle qui aura une conductivité plus forte.
Donc ça, cette approche, elle est menée à l'échelle des bassins topographiques emboîtés et elle sera complétée par une approche qui discrétise ces résultats à l'échelle du tronçon de rivière avec l'application du modèle inverse d'onde diffusante entre deux stations de jaugeage. Alors, donc je vais vous présenter les résultats de cette méthode en prenant deux exemples. Donc le premier exemple, on se base sur un tronçon exemple, donc en période de haute eau. Ici, vous voyez qu'on a, et ce tableau à gauche, il représente les boucles majoritaires qu'on observe lors des épisodes de crue en fonction de la saisonnalité et du tronçon considéré. Donc on voit qu'ici, on a des boucles C comme clockwise, donc des boucles horaires, c'est-à-dire où la conductivité électrique est plus forte à la montée qu'à la décrue. Donc ça, c'est le résultat qu'on a de notre approche de boucle hystérésis à l'échelle du bassin topographique. Et quand on regarde la deuxième approche donc de modélisation à l'échelle du tronçon, on voit que les résultats sont cohérents, puisque à la montée, on a des valeurs de conductivité autour de 400 microsiemens par centimètre, qui sont ensuite à la décrue plus faibles, autour de 375. Donc ce qui est cohérent, les deux approches sont cohérentes sur ce tronçon. Ensuite, sur ce même tronçon exemple, en période de basse eau, on voit que les boucles majoritaires sont des boucles anti-horaires, c'est-à-dire que la conductivité électrique est plus faible à la montée et plus forte à la décrue. Et là encore, l'approche de modélisation donne des résultats cohérents, puisqu'on a des valeurs de 350 microsiemens à la montée et autour de 400 microsiemens à la décrue. Donc on a donc deux approches qui sont cohérentes et qui sont complémentaires, dans le sens où la deuxième va permettre une approche spatiale plus fine de la première. Donc ces résultats nous ont permis sur les deux bassins de l'Alou et de la 16 de mettre en place des schémas, des modèles conceptuels de fonctionnement en fonction de la saisonnalité. Donc dans le cas de l'Alou, en période de haute eau, on a majoritairement des boucles horaires, donc avec une conductivité électrique qui est plus basse à la décrue, ce qui correspond à une succession de contributions. Donc dans un premier temps, une eau plutôt mixte entre événementiel et pré-événementiel, et à la décrue, une majorité d'eau événementielle. Ensuite, en période de basse eau, on a plutôt des boucles anti-horaires, avec des pentes positives, ce qui nous donne une succession de contributions eau mixte à la montée et eau pré-événementielle à la décrue. Donc là, ici, on voit qu'on a une mobilisation d'eau pré-événementielle, donc par transfert de pression et par effet piston dans les drains karstiques. Donc on voit qu'on a mis en évidence une variabilité temporelle qui est en lien avec le taux de saturation de l'aquifère karstique. Ensuite, on peut s'intéresser à la variabilité spatiale de l'origine de l'eau sur nos bassins. Et là, on voit qu'on a des résultats contrastés sur les deux bassins. Donc ici, dans le cas de la Loue, qui est un karst lunaire, on a dans la zone amont de l'eau majoritairement pré-événementielle, et quand on se déplace vers l'aval, une influence de plus en plus importante d'eau événementielle. Alors ça, c'est dû à la configuration du karst et des rivières. C'est-à-dire que dans la zone amont, on a des canyons avec des vallées très incisées, donc majoritairement une faible signature de ruissellement de surface, et plus vers l'aval, on va plus être dans des vallées plus ouvertes, avec une plus forte signature du ruissellement de surface et d'eau événementielle. Ensuite, dans le cas de la 16, on a un petit peu le schéma inverse, c'est-à-dire que dans la zone amont, on a majoritairement de l'eau événementielle et de l'eau plus pré-événementielle dans la zone aval. Donc ça correspond avec la configuration binaire du karst et un amont sur socle très ruisselant, sans contribution du karst, et une signature karstique qui se retrouve plus à l'aval. Donc la variabilité spatiale est plus en lien avec la configuration du karst et la morphologie des bassins. Alors pour résumer cette quatrième approche, donc on a mis en place une nouvelle méthodologie qui combine l'étude des boucles conductivité-débit et de la modélisation des flux latérales à l'échelle du tronçon de rivière. On voit que les deux méthodes sont plutôt cohérentes et qu'elles sont complémentaires parce que la deuxième va venir préciser spatialement les résultats de la première. C'est une méthode qui est facilement reproductible dans le sens où elle ne se base que sur les données de débit et de conductivité. Et donc la réponse à la question numéro 4, c'est que dans le cas des bassins à composante karstique, pendant les épisodes de crue, on a une origine de l'eau qui est un mix entre de l'eau événementielle et pré-événementielle, et ce mix va dépendre de deux paramètres majoritaires qui sont
le taux de saturation et la configuration du karst. Donc les deux processus qui sont ici en jeu sont le ruissellement de surface direct et la mobilisation d'eau souterraine par transfert de pression et par effet piston dans les drains karstiques. Donc cette méthode a des limites qui sont majoritairement qu'on ne peut pas différencier l'eau qui provient du ruissellement direct de surface et l'eau événementielle qui arrive par infiltration rapide. Donc, toutes les deux auront la même signature d'eau événementielle, alors qu'il y en a une qui aura ruisselé et l'autre qui aura utilisé des chemins d'infiltration rapide. Pour améliorer cette méthode, on pourrait définir un troisième pôle, et pour ça, il faudrait suivre un paramètre supplémentaire, comme la chimie, le rapport magnésium-calcium ou le suivi du carbone organique total, par exemple. Ensuite, pour faire une petite synthèse de ces différentes parties, on va regarder si on peut quantifier et classifier les différents descripteurs qu'on a obtenus dans les approches précédentes. Donc ici, je vous représente les trois régions d'études qui ont des comportements distincts. Et pour chaque démarche qu'on a appliquée, elles se distinguent dans leur réponse hydrologique. Et ça, c'est en lien avec les IGF à l'échelle régionale qu'on a pu mettre en évidence. Donc, dans le karst binaire des Cévennes, les IGF sont majoritairement représentés par l'infiltration sur le karst en zone aval. Dans les bassins du Jura, on a des systèmes pertes-résurgences interbassins, donc avec les pertes du Doubs et les résurgences de la Loue. Et dans le cas du karst sous couverture en Normandie, on a des systèmes à plus petites échelles, des systèmes pertes-résurgences à l'intérieur des mêmes bassins. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres ici, mais ce qu'on voit, c'est que pour chacune des zones, on a parfois du karst qui va être majoritairement ruisselant et qui va venir amplifier les phénomènes de crue, et des fois qui va écrêter ces phénomènes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les signatures hydrologiques qu'on a pu caractériser, elles permettent de différencier ce rôle plutôt infiltration au ruissellement du karst. Ensuite, en termes d'application plus opérationnelle, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Donc, cette première typologie que je viens de vous présenter, des influences du karst sur la réponse des bassins, doit pouvoir à terme améliorer les modélisations et la qualité des prévisions des phénomènes de crue sur les bassins karstiques. Donc pour ça, il y a deux axes qui sont à travailler. C'est le premier axe, la meilleure compréhension des processus sur les bassins karstiques. Donc pour ça, par exemple, étudier de nouvelles zones karstiques en France ou ailleurs pour les lier à cette typologie et voir s'ils rentrent dans un des trois types qu'on a définis ou s'il faut en créer de nouveaux. On peut également définir des indices physiographiques qui serviront à relier les bassins non jaugés à la typologie, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas décrire les signatures hydrologiques de ces bassins puisqu'on n'a pas leur chronique de débit. Et on a vu que l'IDPR, par exemple, pourrait être un candidat intéressant, de même que la densité de drainage ou d'autres paramètres géomorphologiques pour ça. Ensuite, le deuxième axe serait plus précisément sur la modélisation des bassins. Donc là, on pourrait travailler à identifier des jeux de paramètres saisonniers, puisqu'on a vu que la saisonnalité avait un rôle important, ou pour les modèles qui ne représentent pas les flux d'IGF, optimiser, en tout cas calibrer la superficie du bassin versant. Donc, pour conclure sur ces travaux, alors un premier aspect de la conclusion sera sur les avancées méthodologiques qui ont été mises en œuvre. Donc, il y a eu l'application de méthodologies innovantes sur des tronçons de rivières karstiques et non karstiques. Alors, premièrement, l'adaptation d'une méthode de bilan hydrologique traditionnelle au bassin non conservatif. Ensuite, la quantification de l'influence de la réponse hydrologique à l'échelle de l'événement de crue et à l'échelle du tronçon, à large échelle, et avec comparaison des tronçons karst et non karst. Ensuite, on a la mise en place de méthodes prospectives d'utilisation des modèles pluie débit qui nous ont montré des voies d'amélioration possibles. Ensuite, on peut noter l'instrumentation du bassin de la Cèze et la mise en place d'une nouvelle méthode d'analyse débit-concentration. Ensuite, en termes de résultats, donc on a caractérisé les signatures hydrologiques sur les bassins karstiques et permis d'étudier les processus en jeu. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'à l'échelle annuelle, le karst favorise de forts IGF en lien avec sa configuration. Et donc, dans les bassins de karst binaire, en tout cas dans mes sites d'études où le karst est binaire, le karst est majoritairement infiltrant.
Et dans les karstes unaires ou sous couverture, le karst va favoriser des systèmes perte-résurgence plus localisés. À l'échelle de l'événement, il y a une grande variabilité de l'influence du karst, mais on peut quand même noter que majoritairement, le karst va favoriser la lamination des crues avec une amplification quasi nulle du pic de crue et une augmentation des températures. En termes de modélisation, on a montré que ces modélisations pouvaient être améliorées en intégrant les analyses précédentes. Donc, notamment, si on a des modèles qui ne tiennent pas compte des IGF, on peut jouer sur la superficie du bassin ou la prise en compte de jeux de paramètres saisonniers. Et enfin, les analyses débit-concentration nous ont permis de caractériser la variabilité spatio-temporelle des processus en jeu et l'origine de l'eau sur les bassins karstiques. Donc ces travaux de thèse sont une contribution à la compréhension des bassins à composantes karstiques à large échelle, dans le but d'améliorer les méthodes de prévision. Donc on peut noter plusieurs perspectives. Alors, premièrement, développer la typologie de l'influence des karstes, donc appliquer les différentes méthodes qu'on a appliquées dans cette thèse à des nouveaux bassins, définir des indices physiographiques pour les bassins non jaugés. Ce sera par exemple utile pour l'outil VigiCruFlash, qui est un outil de vigilance sur les bassins non jaugés. Développer des nouvelles approches de modélisation pour inclure les IGF dans les modèles de prévision comme le modèle GRP qui est majoritairement utilisé, et utiliser des approches à l'échelle du tronçon pour aller plus vers l'utilisation de modèles semi-distribués en prévision. Et enfin, pour finir, l'extension des mesures de conductivité électrique en rivière pour mieux caractériser les processus et les IGF, et éventuellement combiner ces mesures avec des approches géochimiques, et, comme par exemple le rapport magnésium-calcium, la turbidité ou le carbone organique total. Voilà, donc ces travaux de thèse ont été valorisés au travers plusieurs publications, dont 2 sont déjà publiées, une qui est soumise et une 4e en préparation. Et là également, on peut noter la participation à plusieurs conférences nationales ou internationales. Je vous remercie pour votre attention.